Benito Mussolini. Dans une Italie très diminuée par la Première Guerre mondiale, le dirigeant fasciste devient après la marche sur Rome en 1922 le Duce, le guide tout-puissant. Il instaure dans le pays un régime autoritaire visant à soumettre chaque individu à l'emprise de l'État et du parti par le biais notamment de la propagande permanente. Porté au départ par l'adhésion de presque tout un peuple, le régime dispose avec le centre historique de Rome d'un décor extraordinaire pour mettre en scène son pouvoir. Le Duce entreprend de rendre visibles les monuments de l'Antiquité et, dans sa grande mégalomanie, de s'imposer comme le nouvel empereur romain. Profondément convaincu que l'architecture est le plus grand de tous les arts, il donne naissance à un pan de ville moderne et utopiste qui prolonge la capitale vers la mer et prétend donner au monde la vision d'une Italie puissante et conquérante. 70 ans précisément après la fin du fascisme, dans cette rue qui servait alors aux parades militaires, à la propagande du régime, il y a désormais des enfants qui jouent. C'est une très belle revanche des Italiens. Cette rue, la Via dei Fori Imperiali, qui est le fruit de la première grande rénovation urbaine du pouvoir fasciste, traverse tout un pan de l'histoire de Rome. Elle ouvre une perspective jusqu'au Colisée, symbole de l'Empire romain, depuis la Piazza Venezia, où trône l'hôtel de la patrie du début du XXe siècle, symbole de l'Italie réunifiée, et le Palazzo Venezia, bâti à la Renaissance. Exactement derrière nous, dans le Palazzo Venezia, Mussolini avait installé ses bureaux à l'extrémité de la grande rue, d'où on peut voir le Colisée. C'est donc ici un endroit essentiel de l'histoire italienne. D'une certaine manière, Mussolini a créé une connexion visuelle entre le Colisée, symbole de la Rome impériale, et son bureau, avec le balcon, depuis lequel il haranguait les foules. Mussolini a déjà une vision publicitaire, projetée vers l'extérieur, qui vise à montrer la grandeur du régime fasciste à travers la grandeur de Rome. 2 ans à peine après la prise du pouvoir par Mussolini, un énorme travail de démolition est entrepris pour créer cette nouvelle voie qui est destinée à constituer l'avant-scène de l'Empire fasciste. En fait, cette rue n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un espace complètement dégagé. Mais à l'époque, c'était un tissu de vieilles maisons qui, depuis la période romaine, le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, avaient été édifiées et modifiées petit à petit. Il a fallu 8 années, un travail long et laborieux. Ça a conduit à la destruction de près de 5500 habitations et donc au départ de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Avec la disparition de toute une vie quotidienne qui était faite de mixité, stratifiée par le temps, le cœur de la Rome préfasciste a disparu pour toujours. Et tout ça a été anéanti pour rendre visible, pour faire le vide, pour rendre accessible cette rue où allaient se dérouler les grandes manœuvres militaires, les défilés, où les écoles devaient venir contempler la grandeur de l'Empire romain et du nouvel empire qui était le fascisme. Pour peupler cette nouvelle Italie, il faut un homme nouveau, fort et courageux au combat. Le régime fasciste entreprend l'édification d'un vaste complexe sportif au nord de Rome, le Foro Italico, pour y célébrer le culte du corps, le sport et l'effort physique, et encourager la nation à se surpasser.
L'ensemble comprend notamment 2 stades et une piscine olympique. Son cœur historique est constitué par le stade de marbre, ceinturé d'une 60aine d'athlètes inspirés des sculptures antiques. Cette référence omniprésente pour le Duce qui se pose en descendant de l'époque romaine. Ces statues font référence à la romanité, au classicisme, il n'y a pas de doute. Moi, je le trouve spectaculaire à voir ce stade des marbres. Spectaculaire. L'idée est que les jeunes fascistes ne soient pas seulement éduqués au fascisme, mais qu'ils reçoivent aussi une bonne éducation sportive. La référence à l'Antiquité se retrouve aussi dans la piscine de style classique, aux mosaïques inspirées de la mythologie romaine. C'est ici que commencent à apparaître 2 idées très fortes, celle de romanité et celle de classicisme. Ensemble, elles vont donner le style fasciste propre à Léour. Sur le même axe impérial, mais à l'opposé du centre, quand on traverse la ville du Nord au sud, on découvre tout un quartier surgi en 1937, Léour, acronyme de l'Exposition universelle de Rome. Le régime fasciste prévoit de l'accueillir en 1942. Mussolini rêve de célébrer à cette occasion les 20 ans du régime et d'affirmer aux yeux du monde entier les nouvelles ambitions hégémoniques de l'Italie. C'était juste après la conquête de l'Éthiopie et la proclamation de l'Empire en 1936. Ce lieu situé entre Rome et la mer signifiait l'ouverture vers le large. Pour Mussolini, Léour doit devenir la vitrine de l'Italie fasciste moderne. Une Italie non seulement ancrée dans la gloire antique, mais aussi destinée à un avenir radieux. L'architecture est l'outil idéal pour exprimer ce renouveau. Très vite, l'intention du régime a été de construire un quartier entier, avec des bâtiments fixes et durables, qui devaient exprimer par leur style l'architecture fasciste. Parmi les édifices fascistes d'origine, le plus célèbre est le Palais de la Civilisation du Travail, surnommé le Colisée carré. Ce bâtiment en forme de cube blanc, colossal, est composé de 6 niveaux et de 9 arches, ce qui correspondrait aux 6 lettres du prénom Benito et aux 9 de Mussolini. Il n'existe pas de style fasciste propre, mais plutôt un recours à l'architecture rationaliste des années 30. Fascinante par la simplicité des formes et la rigueur des lignes, sur laquelle le dictateur ne peut toutefois s'empêcher de mettre sa patte en exigeant de la monumentalité et des colonnes. Un des architectes, Quaroni, déclarera après-guerre « À Léour, on s'est tous perdus ». Il voulait dire que c'était pour eux une énorme occasion professionnelle, mais qu'ils se sont tous compromis. Derrière la splendeur de cette Rome monumentale, à la fois classique et moderne, le petit peuple a disparu. Des dizaines de milliers de Romains, pauvres ou opposants politiques, exclus des images de propagande, ont été déplacés contre leur gré et envoyés à la périphérie de Rome dans des borgates, des quartiers spécialement construits pour eux. Le Quarticciolo reste un exemple de l'architecture de cette époque. Ici, c'est la place principale du quartier. Nous sommes à la maison du fascisme.
Le Quarticciolo est une des 12 borgate fascistes. Ce sont tous des quartiers très loin du centre historique, dans une volonté d'éloigner du centre la population la plus pauvre, et qui ne devait pas être vue dans la ville, qui était devenue capitale de l'imaginaire fasciste. Dans ce quartier, ce qui est évident, c'est le côté rationaliste des constructions typiques de cette époque. Ça se voit bien dans la maison du fascisme avec le dessin des fenêtres, rectangulaires. Et cela se voit aussi dans plusieurs cours qui sont à l'extérieur et qui créent un environnement très intéressant. En mettant tous ces gens ensemble, le parti fasciste voulait contrôler cette population, qui devait être inscrite au parti fasciste pour avoir des avantages. Quant à son héritage politique, il reste pour le moins ambigu. En témoignent les inscriptions qui sont restées sur plusieurs bâtiments fascistes, en particulier la stèle de Mussolini, sur laquelle le nom du Duce n'a jamais été effacé. Toutes ces contradictions créent un flou artistique autour d'une beauté architecturale qui ne saurait nous faire oublier le bruit des bottes et la terreur fasciste du passé.